Ils m'ont licencié pour insuffisance professionnelle. J'ai donc signé calmement les 31 pages, puis je suis parti. À 2h13 du matin, leur avocat m'a appelé, en panique, « Vous avez tout signé ?» J'ai dit oui. Il m'a interrogé sur les annexes. La section 7C exige un dossier PIP. J'en ai compté 0. À vous de jouer. Ils m'ont remis les documents de licenciement à 16h47, un mercredi. J'ai lu chaque mot 2 fois, j'ai signé 3 exemplaires, j'ai rassemblé mes affaires. Puis je suis parti. À 2h13 du matin, mon téléphone a fait sursauter la nuit, affichant un numéro inconnu. La voix était celle de leur conseiller juridique principal, et il tremblait. « Monsieur Sullivan, dites-moi, s'il vous plaît, que vous n'avez pas vraiment signé ces documents. » J'ai souri, dans l'obscurité de ma chambre. J'ai signé exactement ce que vous m'avez présenté, Anthony. Vous devriez vérifier la section 7, sous-section C. Les licenciements fondés sur des insuffisances professionnelles exigent, en effet, des plans d'amélioration de la performance documentés, joints en annexe. Or, je ne vois aucune annexe. À vous de jouer. Je m'appelle Marcus Sullivan. J'ai 47 ans, et je viens de prendre mon ancien employeur en flagrant délit, de la plus grande violation de règlement intérieur de toute son histoire. Avant de continuer, permettez-moi de me présenter, et d'expliquer comment j'en suis arrivé là. J'ai passé 23 ans dans la gestion des opérations d'entreprise, dont les 16 dernières chez Apex Dynamics, où j'ai évolué, de responsable des opérations à vice-président des opérations stratégiques. Au cours de mon mandat, j'avais supervisé 41 initiatives opérationnelles majeures, des initiatives qui avaient généré environ 750 millions de dollars d'économies et d'amélioration de l'efficacité. J'avais restructuré la division de la chaîne d'approvisionnement, réduisant ainsi les frais généraux de 28%. J'avais également mis en place des systèmes de contrôle qualité automatisés, qui avaient réduit le taux de défaut de 44%. J'avais fait passer le département des opérations stratégiques, de 12 à 85 personnes. Pourtant, malgré toutes ces contributions, j'avais été licencié à 16h47, un mercredi après-midi, pour des insuffisances professionnelles récurrentes, que personne n'était capable de préciser. Le dossier de licenciement reposait sur la table de ma salle à manger, à 23h23, ce même mercredi soir. 3 exemplaires identiques, chacun signé de mon nom légal complet, chaque ligne de signature dûment remplie, et chaque initiale apposée là où les onglets jaunes l'indiquaient. J'avais passé 52 minutes à lire attentivement les 31 pages de documents juridiques qu'Apex Dynamics avait préparés pour mon départ. Les conditions de départ étaient médiocres, mais acceptables, 23 semaines de salaire, soit une semaine pour chaque année passée au service de l'entreprise. Une assurance santé jusqu'en avril, ainsi que des clauses classiques de non-sollicitation et de confidentialité. Ce qui a retenu mon attention, ce n'est pas ce qu'ils avaient inclus, mais bien ce qu'ils avaient oublié d'attacher. La section 7, sous-section C, enterrée à la page 11, entre des clauses sur la propriété intellectuelle et le retour du matériel de l'entreprise, dans les cas où le licenciement découle d'insuffisances professionnelles documentées. Le présent accord intègre par référence tous les plans d'amélioration de la performance, avertissements, et documents d'évaluation relatifs aux dites insuffisances, joints au présentant tant qu'annexe B, et constituant la base factuelle de la séparation. J'avais rédigé ce texte moi-même, 6 ans plus tôt, lorsque j'avais été promu vice-président, et qu'on m'avait demandé de refondre la politique des ressources humaines d'Apex. Trop de personnes talentueuses avaient été renvoyées sur la base de vagues accusations, trop de carrières avaient été détruites sans laisser de traces écrites, sans responsabilité, et sans aucun recours possible. Soit j'avais intégré des protections dans le système, des protections exigeant des documents, des preuves, et une procédure régulière, des protections qui
contraignait les entreprises à prouver concrètement leurs accusations, avant de détruire la carrière de quelqu'un. J'avais vu ce jeu se jouer trop souvent. Un nouvel exécutif arrive, veut faire le ménage, et cible les employés expérimentés qu'il juge trop chers, ou réfractaires au changement. Mais, au lieu d'avouer qu'il voulait de nouveaux visages, ou une masse salariale plus faible, il fabriquait de toutes pièces des problèmes de performance, créant ainsi une histoire de mauvaise attitude, ou d'incapacité à s'adapter. Ensuite, il licenciait les gens, et les défiait de riposter. La plupart des gens ne se battent pas. Ils prennent leurs indemnités, signent l'accord de confidentialité, et s'en vont en silence. Ils sont assommés par le licenciement. Inquiets pour l'argent, la couverture santé, et la recherche d'un nouvel emploi. Ils n'ont ni l'énergie, ni les ressources financières, pour se lancer dans une bataille juridique contre une grande entreprise aux moyens illimités. Mais je ne faisais pas partie de la majorité, et j'avais précisément écrit ces règles pour empêcher ce qui venait de m'arriver. Des protections que le service des ressources humaines d'Apex avait apparemment oubliées, lorsqu'il avait décidé de me renvoyer pour des insuffisances professionnelles constantes, et un non-respect des objectifs opérationnels. C'est alors que mon téléphone a éclairé l'obscurité. Un appelant inconnu, indicatif 617, Boston, là où Apex gérait son centre d'opération juridique. J'ai laissé sonner 7 fois avant de répondre. Marcus Sullivan à l'appareil. Monsieur Sullivan, c'est Anthony Cooper, du service juridique d'Apex Dynamics. Sa voix laissait transparaître un tremblement, que je n'avais jamais entendu lors de nos précédentes interactions. Je m'excuse pour l'heure tardive, mais je dois vous poser une question urgente, concernant les documents de séparation fournis cet après-midi. Je vous écoute, Anthony. Avez-vous exécuté les clauses de non-divulgation du contrat de licenciement? J'ai jeté un coup d'œil au papier sur ma table, à ma signature en page 24. Située directement au-dessus de la section sur la confidentialité. J'ai signé tout ce qu'Apex m'a fourni, exactement comme votre directrice des RH l'a spécifié. Monsieur Sullivan, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose de critique. Il y a peut-être eu une erreur de documentation, dans les éléments que nous vous avons fournis. Nous sommes prêts à vous offrir l'opportunité de revoir des documents révisés. Quel genre d'erreur? Ma voix restait parfaitement neutre. Des années de négociations d'entreprise m'avaient appris à ne jamais abattre mes cartes trop tôt. Je ne suis pas en mesure de discuter des détails par téléphone, mais si vous n'avez pas encore signé l'accord, nous aimerions planifier une réunion pour corriger certaines choses. J'ai exécuté tous les documents vers 19h30 ce soir. J'ai numérisé le dossier complet, et je l'ai transmis à votre service RH à 19h51. Y a-t-il un problème avec votre documentation? Le silence qui a suivi a été si long, que je me suis demandé si la ligne n'avait pas coupé. Des voix en arrière-plan se faisaient entendre. Quelqu'un menait une réunion de crise, dans les bureaux juridiques d'Apex, à 2h du matin. Cela me disait tout ce que je devais savoir, sur la gravité de la situation. Monsieur Sullivan, la voix d'Anthony est revenue, plus tendue encore, pouvez-vous préciser ce que vous entendez par exécuter tous les documents? Je veux dire que j'ai signé l'accord de séparation tel qu'il m'a été présenté, chaque page paraphée là où c'était indiqué, chaque ligne de signature complétée, le document complet de 31 pages. Que la directrice des RH, Michelle Barnes, m'a fourni lors de ma réunion de licenciement à 16h15 aujourd'hui. Et les annexes, avez-vous examiné les annexes jointes? Quelles annexes? Le document que j'ai reçu ne contenait aucune annexe, seulement l'accord de séparation de 31 pages. Un autre silence prolongé. J'ai entendu quelqu'un jurer distinctement en arrière-plan. Plusieurs voix s'élevaient désormais. Il ne s'agissait pas seulement d'Anthony travaillant tard, mais d'une équipe de gestion de crise au complet, réunie à 2h du matin. Puis,
la voix d'Anthony est réapparue, retenant à peine son calme professionnel. Monsieur Sullivan, l'accord de séparation aurait dû inclure des annexes. Plus précisément, si le licenciement était classé comme fondé sur la performance, il aurait dû y avoir des documents d'amélioration de la performance joints en tant qu'annexe B. Aurait dû. Anthony? C'est une formulation intéressante, car selon la section 7. Sous-section C de l'accord de séparation que j'ai signé, les licenciements pour motifs professionnels doivent être accompagnés de documents PIP, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Je cite, le présent accord intègre par référence tous les plans d'amélioration de la performance, avertissements et documents d'évaluation relatifs aux dites insuffisances, joints au présent en tant qu'annexe B, et constituant la base factuelle de la séparation. Fin de citation. Silence de mort. Je pouvais pratiquement l'entendre transpirer à travers le téléphone. Je compte 0 annexe attachée au document que j'ai reçu et signé, ai-je poursuivi, d'une voix de plus en plus ferme. Ce qui signifie que soit mon licenciement n'était pas réellement basé sur la performance, auquel cas vous devez expliquer pourquoi votre lettre de licenciement mentionne explicitement des insuffisances professionnelles récurrentes, soit mon licenciement était basé sur la performance. Mais vous n'avez pas fourni la documentation obligatoire, rendant l'accord de séparation caduc, car il viole vos propres exigences contractuelles. Monsieur Sullivan, dans un cas comme dans l'autre. Anthony, je crois que nous nous verrons au tribunal. Je vous suggère de vous reposer un peu, car la journée de demain va être particulièrement longue pour l'équipe juridique d'Apex. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Parfois, il faut savoir faire comprendre aux gens où ils se trouvent. Ma femme, Jennifer, m'écoutait depuis le couloir. Tu avais planifié ça? J'avais anticipé la possibilité qu'il me licencie sans suivre les procédures appropriées, ai-je dit. J'ai écrit ces procédures spécifiquement pour éviter ce qui s'est passé aujourd'hui, de vagues accusations de performance sans aucune documentation, sans plan d'amélioration, et sans métriques objectives. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, nous attendons. Nous allons voir s'ils essaient de fabriquer des documents rétroactivement, ce qui constitue une fraude, ou s'ils prétendent que les annexes ne sont pas vraiment requises, contredisant leur propre politique écrite, ou encore s'ils tentent de régler cela est tout fait avant que le public ne découvre qu'ils licencient systématiquement les gens sans aucune documentation appropriée. Quel résultat souhaites-tu? Honnêtement, je veux qu'ils m'amènent au tribunal. La phase d'instruction dans un procès pour licenciement abusif révélerait combien d'autres personnes ils ont renvoyées, en utilisant des accusations vagues identiques, sans aucune documentation valide. Je parie que ce chiffre est nettement plus élevé que ce qu'Apex souhaite révéler à ses investisseurs. Laissez-moi vous raconter comment nous en sommes arrivés là. La réunion 2. Licenciement avait été brève et inconfortable. Michel Barnes, DRH, et Stephen Walsh, le nouveau directeur des opérations, embauché 8 mois plus tôt auprès d'un concurrent, étaient présents. Stephen avait 34 ans, un MBA, un passé de consultant, et avait clairement fait savoir, dès le premier jour, qu'il considérait l'approche opérationnelle d'Apex comme obsolète, et trop bureaucratique. Traduction, il pensait que les employés expérimentés comme moi étaient des obstacles coûteux à sa grande vision. Marcus, nous devons discuter d'une question sérieuse concernant vos performances, avait commencé Stephen, en fixant son bloc-notes au lieu de me regarder dans les yeux. C'était déjà un très mauvais signe. Quel problème de performance, avais-je demandé directement. Inutile de tourner autour du pot. Plusieurs parties prenantes ont exprimé des inquiétudes quant à vos résultats opérationnels, et à l'efficacité de votre gestion. Après mûre réflexion, nous avons déterminé que vos performances ne répondent pas aux normes d'Apex. Nous mettons fin à votre contrat avec effet immédiat. Le jargon d'entreprise était impressionnant.
Beaucoup de mots qui ne disaient absolument rien de précis. Quelles insuffisances professionnelles spécifiques reprochez-vous, ai-je insisté. Les détails sont documentés dans votre dossier de personnel. Ce qui importe maintenant, c'est la planification de la transition. J'aimerais consulter cette documentation sur les prétendues insuffisances de performance. Ce n'est pas nécessaire pour cette discussion, s'était vite interposé Michel. Nous sommes prêts à vous offrir un ensemble de départ si vous signez l'accord aujourd'hui. Ils avaient fait glisser le document sur la table de conférence. J'avais pris 38 minutes pour le lire attentivement, pendant qu'il restait assis dans un silence embarrassé. La plupart des gens se seraient sentis pressés de signer rapidement pour partir. Mais la plupart des gens ne comprennent pas que prendre son temps pour lire des documents juridiques n'est pas seulement intelligent, c'est essentiel. Les conditions étaient classiques. 23 semaines d'indemnité, maintien des avantages sociaux, clause de non-concurrence. Mais ce qui avait attiré mon attention, c'était le motif de résiliation, licenciement pour faute, insuffisance de performance, et l'absence totale de plan d'amélioration de la performance, ou de documents d'évaluation joint. J'avais signé quand même, paraphé chaque page, exécuté chaque ligne de signature, parce que je savais quelque chose que Steven et Michel ignoraient apparemment, leur propre politique exigeait des documents PIP pour les licenciements liés à la performance. En signant un accord dépourvu de ces éléments, je documentais leur propre violation du règlement. Certains appelleraient cela un piège, moi j'appelle cela responsabiliser les gens face à leurs propres règles. Le jeudi matin, à 8h27, j'ai reçu un courriel d'Anthony Cooper, qui confirmait tout ce que je soupçonnais, Monsieur Sullivan, suite à notre conversation d'hier soir. Apex Dynamics souhaite vous offrir l'opportunité de vous rencontrer, afin de discuter d'une documentation de séparation révisée qui corrige certaines négligences de procédure présentes dans les documents originaux. Nous pensons qu'une documentation révisée servirait les intérêts des deux parties. Pouvez-vous être disponible lundi matin à 10h dans nos bureaux? Négligence de procédure. C'est le langage des avocats d'affaires pour dire « Nous avons commis une énorme erreur, et nous essayons maintenant de la réparer ». J'ai transféré le courriel à mon avocat, Jeffrey Morgan, spécialisé dans les litiges relatifs à l'emploi des cadres, et qui avait représenté de nombreux dirigeants lors de conflits de licenciement. Jeffrey s'était occupé des négociations de mon contrat lors de ma promotion au poste de VP, il connaissait donc mon parcours et savait à quoi nous avions affaire. Il panique, dit Jeffrey lorsque je l'ai appelé 20 minutes plus tard. Ils ont réalisé qu'ils vous ont licencié sans suivre leur propre procédure, et ils veulent réparer cela après coup. Peuvent-ils faire cela? Pas vraiment. Vous avez déjà exécuté leur accord, et ils ont accepté votre signature en traitant votre licenciement. Ils ne peuvent pas prétendre maintenant que l'accord était invalide, simplement parce qu'ils ont commis des erreurs de documentation. Soit l'accord est valide tel quel, ce qui signifie qu'ils ont violé leur propre politique, soit l'accord est invalide, ce qui signifie que votre licenciement l'est tout autant. Alors, quel est notre prochain coup? Nous allons à cette réunion, et nous regardons exactement jusqu'où ils se sont enfoncés. Le lundi matin, Jeffrey et moi sommes arrivés au siège d'Apex à 9h55. Nous avons été escortés vers une grande salle de réunion, où Anthony Cooper attendait en compagnie de deux personnes que je ne connaissais pas, un homme d'une 50aine d'années, qui s'est présenté comme Brian Thompson, du cabinet juridique externe d'Apex, et une femme d'une 40aine d'années, qui s'est avérée être Patricia Reed, la directrice financière d'Apex. Le fait qu'ils aient fait appel à un avocat externe, et à la directrice financière, me prouvait que cela dépassait une simple erreur de documentation. C'était de la gestion de dégâts au plus haut niveau. Monsieur Sullivan, merci d'être venu, a commencé Anthony. Je pense que
Nous pouvons résoudre cette situation de manière constructive. Je vous écoute. J'ai gardé une réponse courte. Il fallait les laisser parler, et révéler à quel point ils se savaient dans le pétrin. Brian Thompson a ouvert une tablette, et a consulté un document. Nous avons préparé une documentation de séparation révisée, qui traite des questions de procédures liées aux documents originaux. L'accord révisé inclut la documentation d'amélioration de la performance, qui aurait dû être jointe à l'origine, documentant ainsi correctement les insuffisances qui ont conduit à votre licenciement. Vous avez créé des plans d'amélioration de la performance. Après le licenciement, ai-je dit. Ce n'était pas une question, mais une affirmation. Nous avons obtenu une documentation écrite des problèmes de performance, qui avaient été communiqués verbalement au préalable. Nous les fournissons maintenant sous forme écrite, comme le régit notre politique. Jeffrey s'est penché en avant. Monsieur Thompson, les plans d'amélioration de la performance doivent être créés et appliqués avant le licenciement, et non pas fabriqués après coup. Les créer rétroactivement pour justifier une décision de licenciement déjà exécutée, n'est pas conforme à des procédures d'emploi légales. La documentation reflète des inquiétudes réelles, qui ont été communiquées à Monsieur Sullivan avant son licenciement, a répondu Brian prudemment. Alors pourquoi cela n'a-t-il pas été documenté à l'époque, a demandé Jeffrey. Pourquoi cela n'a-t-il pas été joint à l'accord de séparation original, comme l'exige la propre politique d'Apex? Il y a eu un oubli administratif. Nous le corrigeons maintenant. Patricia Reed a pris la parole. Pour la première fois. Monsieur Sullivan, nous pouvons peut-être aborder cela différemment. Apex est prête à vous offrir des conditions de départ améliorées. 35 semaines d'indemnité au lieu de 23, une prolongation des avantages sociaux pendant 18 mois, ainsi qu'un accord mutuel de ne pas engager de poursuite. En échange de la signature du document révisé, incluant la documentation de performance. Jeffrey et moi avons échangé un regard. C'était significatif. Il m'offrait essentiellement de me payer 12 semaines d'indemnité supplémentaire, soit environ $110 000, pour accepter une documentation qui aurait dû être fournie dès le départ. Que contient cette documentation de performance? Ai-je demandé. De quelles insuffisances spécifiques m'accuse Théon? Brian a tourné sa tablette vers moi. 4 documents écrits, chacun émanant de responsables différents d'Apex, faisant état de divers problèmes de performance. J'ai lu chaque document attentivement, en prenant mon temps pendant qu'il attendait. Ils étaient vagues, non spécifiques, et surtout, aucun ne comportait de date, d'incident, de métrique, ou d'exemple précis. Ces documents sont totalement génériques, ai-je dit en lui repoussant la tablette. Jason Bennett affirme que j'ai manqué à des objectifs d'efficacité. Mais ne cite aucun objectif, ni aucun chiffre précis. Suzanne Miller prétend que j'ai fait preuve d'un manque de jugement, mais ne précise ni quelle réunion, ni quel budget, ni quelle décision est concernée. Le troisième document affirme que j'ai résisté à de nouvelles méthodologies, sans spécifier lesquelles, ni quand cette résistance aurait eu lieu. Plus important encore, j'ai remarqué un autre détail, qui rendait leur désespoir plus évident encore, Paul Martinez ne travaille plus chez Apex depuis 10 mois. Il a démissionné pour accepter un poste chez un concurrent, avant même que Stephen Walsh ne rejoigne l'entreprise. Comment peut-il fournir une documentation sur mon travail actuel? L'expression de Brian s'est figée. C'était le moment où j'ai su que nous les tenions. Monsieur Martinez a fourni cette documentation sur la base des observations faites lors de son emploi. Paul Martinez a quitté Apex avant même que Stephen Walsh n'arrive. Il ne pouvait absolument pas avoir d'observation sur mes performances sous la direction de Stephen, période durant laquelle ces problèmes de performance auraient soudainement justifié un licenciement. Vous utilisez le témoignage de quelqu'un qui n'était même pas présent pendant la période concernée,
pour justifier mon renvoi. Jeffrey tapait rapidement sur son ordinateur portable. Monsieur Thompson, utilisait un ancien employé qui a quitté l'entreprise des mois avant les prétendus problèmes de performance. Décrédibilise considérablement cette documentation. Un jury se demanderait sérieusement pourquoi Apex n'a pas pu trouver d'employés actuels, capables de fournir une documentation suffisamment critique pour justifier un renvoi. Le statut d'emploi de M. Martinez n'invalide pas ses observations professionnelles, a répliqué Brian, mais sa voix manquait de conviction. En réalité, si, dit Jeffrey, car cela suggère qu'Apex n'a pas pu trouver de managers actuels prêts à fournir des documents critiques. Ils ont donc contacté un ancien employé, qui n'a aucune connaissance récente du travail de M. Sullivan. Ce n'est pas une documentation conforme, c'est du désespoir. Nous ne allons pas débattre de la validité de la documentation, a dit Anthony, tentant de reprendre le contrôle. L'offre est sur la table, 35 semaines d'indemnité. Avantages prolongés, libération mutuelle. Monsieur Sullivan doit décider s'il accepte ou s'il s'engage dans un litige qui sera coûteux et long pour tout le monde. J'ai regardé chacun d'eux à son tour, Anthony, nerveux et en sueur malgré la climatisation, Brian, essayant de maintenir son calme mais visiblement mal à l'aise face à la faiblesse de ses preuves, et Patricia, calculant le risque financier dans sa tête. Nous aurons besoin de temps pour réfléchir, a déclaré Jeffrey en se levant. Monsieur Sullivan répondra à votre offre d'ici 72 heures. Nous avons quitté les bureaux d'Apex à 11h35. Dans sa voiture, Jeffrey s'est tourné vers moi avec un léger sourire. Ils sont terrifiés. Tu as vu avec quelle rapidité ils ont essayé de passer sur le cas Paul Martinez. Ils savent qu'utiliser un ancien employé absent durant la période concernée va faire très mauvaise impression au tribunal. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On enquête. On cherche à savoir combien d'autres personnes Apex a licenciées pour de vagues insuffisances de performance, sans documentation appropriée. On monte un dossier démontrant une pratique systématique, prouvant qu'il ne s'agit pas seulement de toi, mais de violations répétées du règlement. Et ensuite, on les traîne en justice, pour leur faire payer chaque violation qu'ils ont commise. Au cours des 4 semaines suivantes, le cabinet de Jeffrey a mené une vaste procédure de recherche de preuves à travers des réseaux professionnels, des contacts d'anciens employés, et des demandes de documents publics. Ce qu'ils ont découvert était pire encore que ce à quoi nous nous attendions. Au cours des 5 dernières années, Apex avait licencié 42 employés pour insuffisance professionnelle. Sur ces 42 licenciements, 28 avaient été classés comme nécessitant des documents d'amélioration de la performance, selon la politique de l'entreprise. Mais sur ces 28 cas, seuls 9 incluaient réellement des documents PIP au moment du départ. Les 19 autres avaient été renvoyés sans la documentation requise. La plupart de ces 19 personnes avaient signé des accords de séparation et étaient parties silencieusement, mais 6 d'entre elles avaient engagé des avocats et déposé des plaintes auprès de l'EOC pour discrimination. 4 avaient réglé l'affaire confidentiellement, et 2 procédures étaient toujours en cours. Plus important encore, Jeffrey a découvert un schéma récurrent, qui rendait la situation plus troublante encore, presque chaque licenciement pour insuffisance de performance était survenu dans les 12 mois suivant l'arrivée d'un nouveau dirigeant au sein de l'équipe d'Apex. Les nouveaux cadres identifiaient les employés expérimentés comme étant réfractaires au changement, ou incarnant un héritage passé, puis travaillaient avec les RH pour fabriquer des accusations de performance afin de justifier un renvoi sans devoir avouer qu'il s'agissait en réalité de réduire les coûts, ou de répondre à des préférences de gestion. Stephen Walsh, le nouveau directeur des opérations, qui m'avait licencié, avait agi de la sorte chez son précédent employeur. Jeffrey a trouvé des archives judiciaires montrant qu'il avait été visé par 4 poursuites pour licenciement abusif dans son ancienne entreprise, toutes
contestant des accusations de performance fabriquées de toutes pièces. 3. Affaire s'était réglée confidentiellement, et une s'était terminée par un jugement contre l'employeur. Mais la preuve irréfutable a été obtenue lorsque le cabinet de Jeffrey a assigné Apex à produire ses courriels internes, dans le cadre de la procédure. Ce que nous avons découvert dans ces messages a révélé la nature délibérée de leur acte. 3 semaines avant mon licenciement, Stephen Walsh avait envoyé un courriel à Michelle Barnes et Patricia Reed, avec pour objet, stratégie de réduction des coûts et 4. Le message disait, nous devons réduire les frais généraux opérationnels de 2,8 millions de dollars avant la fin de l'année, pour atteindre les objectifs du conseil d'administration. Je recommande de cibler le personnel d'exploitation senior ayant les rémunérations les plus élevées. Marcus Sullivan, 285 000 $ de base plus bonus, est en tête de liste. Il est de toute façon réfractaire aux nouvelles initiatives d'efficacité. Agissons rapidement. Quelle est la voie de licenciement la plus propre? Michel avait répondu. Un licenciement basé sur la performance exige des documents PIP, selon la section 7C du règlement. Nous n'avons pas de PIP actuel pour Marcus. Créer cette documentation maintenant prendrait entre 90 et 120 jours minimum. La réponse de Stephen, nous n'avons pas ce genre de temps. Pouvons-nous utiliser d'anciennes évaluations de performance, ou des retours généraux de responsables? Patricia s'était jointe à la discussion, le service juridique voudra quelque chose par écrit pour justifier un renvoi pour performance. Pouvons-nous demander à des managers de documenter des inquiétudes récentes de manière rétroactive? Michel, je peux contacter Jason, Suzanne et Paul pour obtenir des déclarations écrites sur des problèmes de performance. Stephen, parfait. Obtenez ces déclarations et avançons. Gardez cela secret, je ne veux pas qu'il soit averti à l'avance. Cette chaîne de courriel prouvait plusieurs choses fondamentales. Premièrement, mon licenciement n'avait rien à voir avec mes performances, il s'agissait de réduire les coûts. Stephen devait couper 2,8 millions de dollars dans le budget opérationnel pour satisfaire le conseil, et renvoyer du personnel senior était le moyen le plus rapide. Deuxièmement, il savait pertinemment qu'il devait disposer de documents PIP. Michel avait explicitement mentionné cette exigence, mais au lieu de suivre les procédures, ils avaient décidé de fabriquer des documents après coup. Troisièmement, ils ont délibérément tenté de garder cela secret, agissant à la hâte pour m'empêcher de me défendre. Lorsque Jeffrey m'a montré ces courriels, je me suis senti à la fois soulagé et dégoûté. Soulagé parce que cela prouvait tout ce que je soupçonnais, et dégoûté parce que cela montrait à quel point Apex accordait peu de valeur aux carrières qu'elle détruisait. Cela change considérablement la donne, a dit Jeffrey. Il ne s'agit plus seulement de violation de règlement, c'est une fraude délibérée. Ils vous ont licencié en toute connaissance de cause sans la documentation requise, puis ont tenté de fabriquer des preuves après coup pour couvrir leurs traces. Nous avons modifié notre plainte pour y inclure les preuves par courriel, et avons ajouté une demande de dommages-intérêts punitifs, portant notre réclamation à 2,2 millions de dollars. C'est à ce moment-là que les offres de règlement d'Apex sont devenues sérieuses. Moins de 2 semaines après le dépôt de la plainte révisée, Brian Thompson a appelé Jeffrey avec une nouvelle offre, 1,6 million de dollars. Il panique, m'a dit Jeffrey. Ces courriels sont dévastateurs. Aucun jury ne prendra le parti d'Apex en voyant des dirigeants discuter ouvertement de la manière de contourner leurs propres règles, pour licencier quelqu'un pour des raisons budgétaires. Nous avons fait une contre-proposition à 1,9 million de dollars, sans clause de confidentialité. Ils sont revenus avec 1,7 million. Nous avons finalement conclu à 1,8 million de dollars. Le règlement final comprenait un paiement de 1,8 million de dollars à mon attention, une reconnaissance écrite par Apex que mon licenciement n'avait pas
Suivi les procédures appropriées et n'aurait pas dû être classé comme fondé sur la performance, aucune clause de confidentialité. L'engagement par Apex de réviser ses politiques de réduction des coûts pour interdire explicitement l'utilisation des licenciements comme outil de coupe budgétaire principal. La mise en place d'une formation obligatoire pour tous les dirigeants sur le droit du travail et les procédures de licenciement, ainsi qu'une lettre de recommandation personnelle du conseil d'administration, reconnaissant mes contributions à l'entreprise. L'aveu écrit était essentiel. La plupart des règlements ne contiennent aucune reconnaissance de faute, mais les preuves par courriel étaient si accablantes qu'Apex a accepté d'avouer avoir violé ses propres procédures. 9 mois après le règlement, j'ai reçu un appel téléphonique de Scott Patterson, qui siégeait au conseil d'administration d'Apex lors de mon licenciement. Marcus, je voulais que vous sachiez quelque chose. Un audit externe a révélé d'importantes violations de procédures dans la manière dont Apex gérait les licenciements. 21 employés avaient été renvoyés pour insuffisance de performance sans la documentation requise. Le conseil a approuvé un fonds de réparation pour indemniser ces employés, soit environ 5 millions de dollars. Répartis entre les personnes affectées. Pourquoi me dites-vous cela? Parce que votre procès a fait bien plus que vous obtenir une compensation, il nous a forcés à réparer un système défaillant. Stephen Walsh a été invité à démissionner, tout le service des ressources humaines a été restructuré, et les employés d'Apex sont mieux protégés aujourd'hui parce que vous avez refusé d'accepter un accord qui violait les règles. Le coût total pour Apex de la stratégie de réduction des coûts de Stephen Walsh s'est élevé à environ 6,8 millions de dollars en indemnités, plus les frais juridiques, le coût de la restructuration des RH, la démission de Stephen, et les dommages réputationnels dus aux poursuites publiques. Tout cela pour avoir voulu économiser 2,8 millions de dollars sur les frais généraux. À la fin de l'année 2024, j'ai commencé à travailler comme consultant pour d'autres entreprises sur les meilleures pratiques opérationnelles, y compris sur la manière de structurer des politiques d'emploi qui protègent à la fois l'entreprise et les salariés. Mon expérience chez Apex est devenue une étude de cas que j'utilise dans mes présentations, pour expliquer pourquoi les exigences de documentation sont essentielles, et ce qui se produit lorsqu'elles sont ignorées. La leçon ne consiste pas seulement à lire attentivement son contrat de travail, bien que ce soit fondamental. La leçon est de comprendre que les politiques d'emploi existent pour une raison. Lorsque j'avais rédigé cette exigence de documentation 6 ans avant mon licenciement, je protégeais les futurs employés contre ce qui venait de m'arriver. Au moment où Apex a réalisé son oubli concernant l'absence des documents PIP, elle avait déjà accepté ma signature sur un accord invalide. Cette erreur leur a coûté 6,8 millions de dollars au total. Parfois, la meilleure des vengeances consiste simplement à obliger les gens à respecter les règles qu'ils ont eux-mêmes acceptées. Voici ce que j'ai appris: l'employé le plus dangereux à licencier n'est pas celui qui crie ou menace de porter plainte, c'est celui qui lit silencieusement chaque mot de ce qu'on lui présente, et qui sait exactement ce que ces mots signifient. Parce que lorsque les entreprises deviennent négligentes avec leurs propres règles, elles ne font pas que briser des principes, elles vous tendent l'arme pour les détruire.